Merci, chère Micheline. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, dans le cadre de son étude sur la continuité territoriale, dont les rapporteurs sont Catherine Conconne, que je salue à la Martinique, et Guillaume Chevrollier, nous faisons escale aujourd'hui en Polynésie française, après l'océan Indien la semaine dernière. Ces tables rondes géographiques sont indispensables à nos yeux pour saisir évidemment la diversité et la complexité des situations et pour élaborer des positions concrètes d'amélioration. Étant actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon, je vais suivre la présente table ronde en visioconférence, mais je tiens évidemment à remercier les participants pour cette audition importante. Notre vice-présidente Micheline Jacques, que je remercie très chaleureusement, animera à Paris cette réunion en vous donnant bientôt la parole. Et je tenais à saluer dès à présent le représentant du gouvernement de Polynésie française, M. Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement, de l'Aménagement en charge du transport interinsulaire, M. Marc Walla, directeur du service d'État de l'aviation civile en Polynésie française, M. Manaté Vaivich, directeur général d'Air Tahiti, et M. Michel Monvoisin, président directeur général d'Air Tahiti Nui. Nous vous remercions évidemment vivement pour cette disponibilité et vos éclairages. Bonne audition à tous. Et Micheline, je te cède dès maintenant la parole. Merci, Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Bonjour, Monsieur le Ministre. Puisqu'il est 8h à Papeete et qu'il est 19h à Paris, vous allez donc avoir la parole à tour de rôle dans l'ordre que le Président n'a pas tout à fait énoncé et que je vais énoncer pour une dizaine de minutes. Chacun a fait de présenter vos observations. Donc, vous appuierez sur la trame qui vous a été transmise. Vous pourrez aussi transmettre ultérieurement d'autres précisions par écrit. Ensuite, les rapporteurs interviendront pour vous demander certaines questions, puis ce sera le tour des autres collègues. Je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement, de l'Aménagement en charge du transport interinsulaire. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci. Au nom du président Édouard Fritsch et l'ensemble des membres du gouvernement et en ma qualité de vice-président du gouvernement de la Polynésie française, vous adressez nos salutations, Monsieur le Président, à vous-même ainsi qu'à l'ensemble des membres de votre commission et des sénateurs qui nous suivent. C'est plaisir que nous prenons ce temps de parole avec vous pour évoquer évidemment cette question importante sur la continuité territoriale entre notre pays, la Polynésie française, située à 17 000 km évidemment de l'Hexagone, et puis la France, Paris, en fonction des compagnies aériennes qui utilisent évidemment ces trajets. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Je voudrais saluer bien évidemment nos amis de Polynésie, président de Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, le directeur général de Air Tahiti, Manaté, bonjour, Vailish, ainsi que nos amis de la DESAC locale pour cette occasion. Alors, vous avez posé un certain nombre de questions en fait, qui constituent pour nous un peu la trame des réponses que nous souhaitons apporter à vos questionnements. Est-ce que vous souhaitez que l'on passe question par question ou souhaitez-vous que j'aborde moi directement et je déroule finalement les précisions que nous pourrions apporter à vos questionnements? Monsieur le ministre, vous pouvez le faire globalement et s'il y a des points sur lesquels vous voulez insister, vous insisterez. On vous laisse faire. D'accord, merci bien. Vous avez, en Polynésie française, nous avons, je dirais, un certain nombre de compagnies aériennes qui desservent donc, le pays, et en particulier s'agissant des compagnies aériennes qui rentrent dans le cadre des questions de continuité territoriale. Nous en avons précisément 3 au travers de Air Tahiti Nui, de Air France et puis de Frenchville. Sur la question qui est de savoir si l'offre de transport aérien avec l'Hexagone constitue, je dirais, des fréquences
intéressante pour la Polynésie. Je dirais que, évidemment, c'est toujours en fonction des marchés. Là. Les compagnies aériennes mettent en place des fréquences de dessert en fonction du marché, évidemment, du marché polynésien, mais aussi du marché touristique depuis l'Hexagone ou depuis d'autres pays, puisque les avions qui viennent de Paris passent par les États-Unis et font un transit sur Los Angeles ou sur San Francisco ou sur également l'État de Washington de l'Ouest. Donc, voilà, c'est donc le parcours effectué par les avions. Et nous avons, comparativement à la situation antérieure à la Covid-19, une légère augmentation des fréquences avec un vol supplémentaire qui dessert donc la Polynésie. Sur cet aspect, en nombre de sièges et sur les questions de saisonnalité, on peut dire que la Polynésie est très bien desservie par ces trois compagnies aériennes que je viens de citer, sachant bien entendu que la concurrence est très très forte, puisqu'on voit que depuis l'ouverture du ciel polynésien et en particulier sur les destinations plus régionales des États-Unis, avec la venue de Delta Airlines récemment, ou la venue de United ou d'autres compagnies aériennes comme Hawaiian Airlines, on voit bien qu'en Polynésie, il y a une certaine forme d'émulation qui se produit avec un grand intérêt de nouvelles compagnies à desservir la Polynésie. Alors, la question a été posée, savoir si des analyses ont été réalisées, des tests de marché en fonction des compagnies qui desservent donc la Polynésie. Les tests en question, c'est-à-dire l'étude de marché, est généralement réalisée par les compagnies aériennes elles-mêmes. Delta Airlines, récemment, a demandé des droits de trafic sur la Polynésie, et c'est au travers du travail d'analyse et d'étude de la compagnie, évidemment, que leur proposition et leur demande a été réalisée, sachant bien entendu que des discussions se sont tenues entre nous sur un plan local et notamment avec les compagnies existantes pour savoir comment est-ce que ces compagnies allaient absorber cette concurrence, sachant que notre volonté est de permettre aussi, notamment Air Tétinoui, mais c'est aussi le cas d'Air France ou de French Bee, de ne pas pâtir de cette concurrence nouvelle qui viendrait au travers de ces nouvelles compagnies, sachant également que ces nouvelles compagnies, on parle de Delta ou de United, ont également leur réseau de transport à partir d'autres États des États-Unis vers l'Europe, et donc indirectement, tout cela constitue aussi, disons, une concurrence indirecte à nos compagnies. Voilà donc en ce qui concerne, si vous voulez, les deux premières questions qui nous ont été posées. On posait la question de savoir s'il y a des obligations de service public ou des délégations de service public qui ont été mises en place sur les lignes vers la Polynésie ou au départ de la Polynésie. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de DSP sur le plan de la desserte sur l'international et entre la Polynésie et puis l'Hexagone. Il y a bien eu une tentative qui a été réalisée en 2001 par le gouvernement de l'époque, avec une contestation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a annulé cette décision qui a été prise de créer une délégation de service public entre la Polynésie et la France métropolitaine. Par contre, nous avons une délégation de service public sur le plan local. On en parlera tout à l'heure, puisque cela fait l'objet d'une question chez vous, de votre part, pardon, sur la continuité intérieure en Polynésie, puisque la Polynésie, c'est un pays
comme vous le savez, aussi vaste que l'Europe, avec une étendue maritime qui nécessite le fait de se déplacer en avion. Et nous avons 78 îles qui sont habitées en Polynésie. Et vous comprenez donc l'importance que revêt l'aérien sur la desserte intérieure et la nécessité de maintenir certaines routes déficitaires, puisque le directeur général de RTT va certainement vous en parler tout à l'heure. Et cette délégation de service public a été mise en place par le gouvernement, permet de maintenir ces lignes sur les 34 aéroports que nous avons qui rentrent à l'intérieur de cette délégation de service public, au regard des autres aéroports qui demeurent dans le domaine concurrentiel. Donc il n'y a pas, pour ainsi dire, de délégation de service public entre la Polynésie et la France. Vous souhaitez également qu'on vous donne quelques informations et quelques précisions sur les dispositifs en vigueur concernant la continuité territoriale pour le transport des passagers par voie aérienne et poser la question de savoir quelle est la part du prix total d'un billet d'avion et qu'est-ce que représente ce prix en moyenne. Alors sachez que nous avons donc une aide à la continuité territoriale qui est évidemment appréciée des passagers. C'est une aide qui est consentie évidemment pour les familles à revenus modestes. C'est une aide consentie à des gens qui ont des revenus inférieurs à un plafond qui est déterminé. Et c'est une aide qui a été allouée en 2022 et totalement consommée sur le plan du budget. C'est donc environ 40% du prix d'un billet d'avion, puisque cette continuité territoriale représente une aide de 76 000 francs pacifiques, qui représente 642 euros, et qui représente donc environ 40% du prix du billet, sachant que le prix du billet varie. C'est d'ailleurs l'objet d'une de vos questions, on s'aperçoit bien qu'il y a une variation à la hausse des prix des billets d'avion depuis la réouverture du ciel, avec en particulier l'augmentation du prix du baril de pétrole et évidemment ses conséquences sur les dérivés en termes de jet fuel utilisés par les avions. C'est ce qui a occasionné évidemment la hausse sur le plan tarifaire. D'ailleurs, vous posez une question sur le fait de savoir si la baisse tarifaire, enfin la baisse du prix du baril constatée depuis octobre, a eu quelques conséquences sur les billets d'avion. C'est pas l'impression qu'on a. Et il faut dire aussi qu'entre une baisse boursière et la répercussion réelle sur les tarifs de l'aérien, il passe un certain temps pour le constater. Et je dirais aussi que la plupart des compagnies aériennes, je crois que c'est le cas de RTT Inouï, n'a pas répercuté la hausse du prix du baril depuis son envolée. Alors, Michel, mon voisin, pourra en parler tout à l'heure, ce qui peut-être aussi explique le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, je dirais, une répercussion tout de suite à la baisse sur les prix des billets d'avion. Alors, sur la continuité territoriale, toujours, le ministère de l'Éducation locale note qu'au titre du transport des étudiants non boursiers, nous avons donc une aide à la continuité territoriale qui représente, c'est ce que je viens de dire, 40% du tarif aller-retour, et que c'est applicable à la gamme évidemment étudiante proposée par les compagnies aériennes, puisque les compagnies aériennes consentent
des tarifs préférentiels pour cette catégorie de passagers. Et l'aide à la continuité territoriale, on le sait, c'est la volonté du gouvernement central, devrait être revue à la hausse en raison certainement des augmentations de tarifs. Au cours de l'année 2023, j'ai lu quelque part que c'était une hausse substantielle, que évidemment les populations cibles vont apprécier, puisque je crois qu'on passe de 76 000 francs pacifiques à 111 000 et quelque chose. C'est quand même une hausse très importante qui nécessitera, par la force des choses, une augmentation également du budget. Vous nous interrogez également sur l'action de l'État qui gère ces aides dans notre territoire. Et vous faites référence évidemment à la réforme des aides intervenues en 2021 qui nous interrogeait sur sa pertinence. Et puis vous vous demandez si la DOM intervient sur notre territoire. La DOM intervient, mais au travers d'un dispositif qui est propre à la mise en place par l'État du pôle de continuité territoriale, qui assure donc ici le traitement et le suivi des dossiers des passeports mobilité, y compris formation professionnelle. Donc il y a bien un dispositif local avec une prise en charge par les services de l'État. Je sais, pour être un peu plus spécifique, que cette cellule comprend 5 personnes et avec une déconcentration de prise en charge des demandes, notamment au niveau des îles sous le vent et des Marquises. Et ce dispositif fonctionne bien. C'est un dispositif que l'on retrouve aux côtés d'un dispositif propre à la Polynésie française et qui concerne évidemment les boursiers, qui est pris en charge par le pays sur le biais depuis leurs îles jusqu'en métropole. Donc c'est sur la base de cette politique que nous avons envers les boursiers polynésiens qui bénéficient également de la prise en charge à 100% du billet d'avion et du remboursement du ticket entre les îles et l'île de Tahiti, où le seul aéroport international est situé sur l'île principale. C'est peut-être là où on pourrait apporter une amélioration sur le dispositif de l'État et ouvrir cette prise en charge sur le plan du passeport mobilité ou de la continuité territoriale depuis le lieu de résidence des Polynésiens, sachant que quelqu'un qui vit aux Marquises et qui doit se rendre en métropole ou qui souhaite se rendre en métropole doit aussi payer son billet d'avion. L'acteur général de RTT est ici et pourra vous parler plus spécifiquement de ce que ça représente en termes tarifaires, mais je ne me trompe pas trop si l'on dit que le tarif aller-retour depuis les Marquises, Nuku'hiva ou Livarois sur Papeete, c'est environ 600 €. Et 600 €, c'est pas rien sur, je dirais, un budget global pour des gens qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat que l'on peut connaître par ailleurs. Donc c'est un dispositif ici qui fonctionne bien, encore une fois. Je voudrais saluer également le travail réalisé par les services du Haut-Commissariat localement, avec une durée de traitement des dossiers de l'ordre d'une dizaine de jours. Donc c'est très court, et je présume que les questions de dématérialisation ou de réseau Internet permettraient aussi, je dirais, de réduire les temps d'attente et de communication, surtout avec les populations dans les îles, dans un contexte où nous avons aujourd'hui en Polynésie l'Internet haut débit dans les îles principales. Donc
c'est un bon moyen pour rapprocher évidemment les populations des administrations, y compris des administrations d'État. Je poursuis si vous voulez bien. Oui, allez-y. Alors, vous avez ensuite toute une succession de questionnements concernant les collectivités territoriales. Une question, qui est la question numéro 6, porte sur le fait de savoir si notre collectivité a mis en place des aides à la continuité territoriale en complément ou indépendamment des aides de l'État, demandé de préciser évidemment les modalités et les montants de ces aides. Je vous réponds tout court, il n'y a pas donc de dispositif de continuité territoriale mis en place par notre collectivité en Polynésie française. On s'entend bien sur la continuité territoriale qui rentrerait dans un dispositif de droit commun et qui permettrait à tout un chacun, et même avec des conditions de ressources, de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels pris en charge par la collectivité. Donc il n'y a pas en Polynésie, mis à part cette politique prise en charge par l'État sur la continuité territoriale ou sur le passeport mobilité, il n'y a pas dans notre pays un dispositif. D'ailleurs, je l'évoquais tout à l'heure, et je crois même savoir que le Conseil d'État a réagi sur un souhait ou une volonté de l'île de la Réunion de mettre en place un dispositif de service public de ce type. Et donc, on a bien compris que ce n'est pas aux collectivités de prendre en charge ces questions de continuité territoriale. Je vous disais tout à l'heure, nous, on l'a fait par contre localement. Je peux peut-être profiter pour répondre à une question qui figure dans votre questionnaire. Nous avons mis en place maintenant depuis 2 ans une délégation de service public. Cela a été rendu nécessaire par toute cette période de la Covid et qui a fait que notre compagnie aérienne locale, RTT, ne pouvait plus assumer, selon une péréquation interne à la compagnie, entre des routes profitables comme les îles Sullivan, Bora Bora, qui venaient quelque part au travers des billets d'avion payés par les passagers touristes ou par la population locale, qui venaient compenser les pertes occasionnées sur ces lignes des autres îles de la Polynésie, et au nombre de 34 sur 47 aéroports, pour essayer de vous donner la configuration et l'étendue du réseau de transport et des infrastructures que nous avons en Polynésie française. Donc, RTT a été contraint d'arrêter les vols, et il est bien clair pour nous que cette situation n'était pas admissible. Et nous avons donc travaillé à la mise en place d'un fonds de continuité territoriale qui est alimenté par une contribution sur les billets d'avion sur le plan local, payés par tout le monde, que ce soit les étrangers, les touristes, ou que ce soit évidemment les Polynésiens eux-mêmes, selon 2 tarifs différenciés entre les zones de libre concurrence ou les zones évidemment les plus éloignées. Ce fonds permet aujourd'hui d'équilibrer ces lignes déficitaires que je citais tout à l'heure, au nombre de 34. Et ce sont généralement les îles des Tuamotu, des Marquises, mais aussi un peu des Australes qui bénéficient donc de cette prise en charge au niveau du pays. Ce qui est intéressant avec ce dispositif, c'est que les tarifs sont fixés par un arrêté du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement fixe les fréquences et fixe également le niveau tarifaire. Il est fort possible, évidemment, pour l'opérateur de faire des tarifs moins élevés. Ceci dit, la régulation dans ce domaine
est réalisé par le Conseil des ministres et cela peut arriver que l'on puisse réviser annuellement en fonction de la situation. La situation du fonds nous permet par exemple d'entrevoir en 2023 des discussions avec la compagnie Athletic qui assure cette délégation de service public pour faire baisser des tarifs sur des lignes de villes qui sont éloignées et de même que des augmentations de fréquences au niveau de ces îles et particulièrement dans les îles qui ont le souhait de se développer, de développer le tourisme et d'augmenter donc les fréquences sur l'aérien pour que tout cela devienne plausible. Donc c'est un dispositif qui coûte à la Polynésie française au travers du fonds, qui coûte surtout aux passagers, qui payent environ 1,2 milliard de francs, c'est-à-dire 10 millions d'euros. Et c'est un fonds qui fonctionne, qui fonctionnait au début avec des subventions de la Polynésie française en partie, qui fonctionne aujourd'hui bien, grâce évidemment aux recettes recueillies sur les passages aériens. J'ai sollicité au nom de la Polynésie française, un courrier a été transmis d'ailleurs par le président Edward Fritsch au mois de janvier, une contribution de l'État à l'alimentation de ce fonds. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de rencontrer le ministre des Transports, M. Djebari, à cette époque-là, pour voir dans quelle mesure l'État pouvait nous accompagner pour agir encore plus sur la baisse tarifaire, et non pas pour compenser éventuellement des subventions versées par le gouvernement local, mais pour baisser véritablement les tarifs sur ces destinations qui sont des destinations très éloignées de 1000 ou 1200 ou 1500 km depuis Papeete. Évidemment, plus on est dans une région éloignée, plus les tarifs sont élevés. Donc c'est une... voilà, je souhaitais souligner cet aspect dans le cadre de notre mission au niveau de la Commission, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour voilà, simplement attirer l'attention de l'État sur la manière dont la continuité territoriale pourrait se poursuivre, y compris sur le fait de participer au financement sur le plan local de cette délégation de service public qui a été mise en place. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour vos propos très complets et très éclairants. Je vais laisser la parole à Monsieur Wala, directeur de l'aviation civile en Polynésie française. Écoutez, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le ministre du Logement, de l'Aménagement en charge du transport, messieurs les directeurs des compagnies aériennes, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à vous remercier et notamment remercier la délégation sénatoriale aux Outre-mer pour leur invitation à participer à cette table ronde consacrée à la continuité territoriale entre l'Hexagone et la Polynésie française. Donc, mon nom est Marc Wala, je suis effectivement le directeur des services de l'État d'aviation civile en Polynésie française, le CAPF, et je suis en compagnie aujourd'hui du directeur adjoint Charles Peretti. Alors peut-être quelques mots rapides sur le rôle du CAPF. Notre rôle est triple. Nous exerçons les prérogatives de l'autorité de surveillance en matière de sécurité aérienne et de sûreté pour l'ensemble de la Polynésie française. Notre rôle est ainsi de veiller à ce que les opérateurs de l'écosystème aéronautique respectent et appliquent la réglementation en matière de sécurité et de sûreté, et bien sûr, de les accompagner dans les éventuelles actions correctives qu'ils doivent mettre en œuvre. D'autre part, je représente également le haut-commissaire ainsi que le directeur général de l'aviation civile pour les missions régaliennes en matière d'aviation civile, notamment en matière de sûreté, d'environnement et de régulation économique. Et bien sûr, vis-à-vis de l'accompagnement de la filière aéronautique. Enfin, une particularité qui est propre à la Polynésie française par rapport aux autres territoires, le CAPF est en charge des services du contrôle aérien. Donc peut-être en propos liminaire, je vous propose de vous présenter quelques éléments de contexte du transport aérien entre la zone Polynésie française et l'Hexagone.
Et puis ensuite, une description rapide des infrastructures existantes. Je vous décrirai la perception que nous avons de l'offre actuelle de transport, ainsi que des tarifs appliqués. Alors, tout d'abord, sur les infrastructures aéroportuaires et leur trafic. Donc, la Polynésie française, comme le disait monsieur le ministre, c'est un aéroport international et un maillage extraordinaire de 46 aéroports commerciaux domestiques. 46, et ceci dans un espace de la taille de l'Europe. Ces infrastructures aéroportuaires sont stratégiques, vraiment stratégiques pour la connectivité de notre territoire et garantissent la continuité territoriale entre l'Hexagone et nos îles. En termes de trafic, l'année 2022 a vu une forte reprise du trafic bien au-delà des attentes, principalement portée par des augmentations de liaisons, augmentation des fréquences d'Air France de 3 à 5 par semaine, de United de 3 à 5, même si ce n'est pas sur l'axe métropolitain, l'arrivée de Delta avec 3 fréquences entre Papeete et Los Angeles. Mais aussi, d'une certaine façon, l'ouverture récente de la desserte de Seattle par nos amis d'Air Tahiti Nui. Donc ça, c'est globalement nous ce que l'on ressent vis-à-vis du trafic et la façon dont le trafic a rebondi en Polynésie française. Alors, je vous propose maintenant de faire une description rapide du paysage concurrentiel, puis de vous donner quelques chiffres sur l'évolution de l'offre de sièges et des fréquences, en distinguant bien sûr le trafic entre Papeete et l'Hexagone, ainsi que le trafic entre Papeete et les territoires de la Polynésie française. Alors sur la partie Papeete-Hexagone, ce sont aujourd'hui 3 compagnies aériennes, Air Tahiti Nui, Air France, French Bee, qui proposent des vols entre Tahiti et l'Hexagone, et dans notre cas c'est Paris exclusivement, avec une vraie concurrence saine entre les transporteurs. À notre sens, l'offre actuelle est suffisante. Aujourd'hui, nous disposons de 11 fréquences hebdomadaires entre Papeete et Paris, soit 4400 sièges par semaine, offerts et répartis de la façon suivante. Air France, 5 fréquences. Air Tahiti Nui, 4 fréquences. French Bee, 2 fréquences. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'offre actuelle est supérieure à la période pré-Covid, qui était de 9 fréquences en 2019. Donc, nous avons plutôt un rebond très favorable du trafic aérien et quelque part, finalement, de l'offre proposée aux habitants de la Polynésie française. À cette offre entre Papeete et Paris, on peut rajouter le renforcement de la ligne entre Papeete et Los Angeles avec l'arrivée de United Airlines et de Delta, qui permet de délester un certain nombre de passagers des vols entre Papeete et Paris, puisqu'en fait, tous ces vols vers la métropole, vers l'Hexagone, s'arrêtent à Los Angeles ou à San Francisco. Donc, toute ligne entre Los Angeles, San Francisco et Papeete est susceptible de délester donc un certain nombre de passagers des vols vers la métropole. Le trafic entre Papeete et les territoires de la Polynésie française. Actuellement, sur les 46 aérodromes domestiques commerciaux, 12 sont dans le secteur, et c'est ce que disait Monsieur le ministre, 12 sont dans le secteur de la libre concurrence et 34 autres sont desservis à travers une DSP du pays. La compagnie Air Tahiti, et Mivich nous le dira, est attributaire de la DSP financée par le pays à hauteur d'environ 10 millions d'euros. Sur la zone de libre concurrence, Air Tahiti sera désormais en compétition avec Air Moana, ceci dès mi-février 2023, et en cours d'année 2023, c'est possible, nous ne savons pas vraiment totalement, par Motolink, qui est une société qui nous a demandé, une compagnie aérienne qui nous a demandé un CTA, donc un certificat de transporteur aérien, en nous disant qu'elle opérerait dans le courant de l'année 2023. Donc, nous aurons sur le segment le plus porteur et de fait le plus concurrentiel, 3 compagnies aériennes au lieu d'en avoir une seule. Sur ce segment Papeete, territoire de la Polynésie française, le trafic domestique a rapidement retrouvé un niveau proche de 2019 dès le début 2022, donc en fait un rebond très très fort dès 2022, notamment grâce à des incitations financières favorables du pays à destination des populations locales. En 2019, le trafic passager domestique était de 750 à environ 750 000 passagers
en 2020, il était de 750 000. En 2019, il était 750 000. En 2020, de 420 000. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu d'effondrement réellement par rapport à l'Hexagone ou à la métropole. Et en 2021, il était de 518, donc déjà un petit rebond. Et ce chiffre de 518 sur l'année 2022 était déjà dépassé en septembre 2022. Pardon, excusez-moi. Le trafic de 2021, qui était au global de 518, était déjà dépassé en 2022 dès le 30 septembre. Et donc, très clairement, on sera en 2022 à un trafic, fin 2022, on sera à un trafic entre Papeete et les territoires de Polynésie française qui seront très supérieurs, qui sera supérieur déjà à celui de 2019. Sur les tarifs, alors, comme vous le savez, la liberté tarifaire est la règle pour les transporteurs entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer. En droit européen, des aménagements tarifaires sont toutefois possibles, sur certaines conditions, mais notamment liées à l'imposition d'obligations de services publics prévues par le droit européen. De telles obligations ont déjà été fixées pour les liaisons entre l'Hexagone et les régions ultra-périphériques, qui prévoient en particulier des réductions tarifaires obligatoires pour les mineurs, les étudiants, les personnes endeuillées, ainsi bien sûr que des possibilités d'évacuation sanitaire. La concurrence effective sur les liaisons vers Tahiti, ainsi que la difficulté à démontrer notamment des besoins vitaux pour le développement économique et social de ces territoires, font que le cadre juridique européen ne permet pas de démontrer, j'allais dire, la proportionnalité d'une mesure imposant des prix maximum, si jamais il était envisagé une extension des contraintes tarifaires actuelles sur ces liaisons. En l'occurrence, ces besoins vitaux, qui sont bien réels, tels que la formation, la santé, et pour lesquels les prix résultant de l'initiative commerciale des transporteurs peuvent paraître quelquefois faibles, sont bien pris en compte par les aides sociales instaurées dans le cadre de la continuité territoriale. Pour un billet aller-retour, la part de la continuité territoriale est en moyenne d'environ 40% d'un billet aller-retour. Pour un billet aller simple, les chiffres du Haut Commissariat font état d'une part de l'aide qui peut aller entre 80 et 90%. Bien sûr, cette part peut évoluer selon le choix de la compagnie aérienne, de la saisonnalité au moment de la date du départ. L'enveloppe annuelle allouée pour financer ces dispositifs de fonds de continuité territoriale en Polynésie s'élève à 1,1 million d'euros. Sur l'exercice budgétaire 2022, le pôle de la continuité territoriale du Haut Commissariat a consommé 100% des crédits de fonds de continuité de la continuité territoriale en Polynésie française, notamment pour les jeunes en formation ou en études. Toutefois, afin de compenser la hausse, on le verra plus tard, inéluctable du prix du billet d'avion et de contribuer au pouvoir d'achat des résidents ultramarins, le ministère délégué aux Outre-mer souhaite apporter en 2023 une évolution à la politique nationale de continuité territoriale et il est d'ores et déjà envisagé en 2023 une revalorisation du montant forfaitaire de l'aide à la continuité territoriale qui passera de 640 € à 935 € par voyageur. Et bien sûr, et ce n'était pas forcément totalement évident, les conditions d'éligibilité requises actuelles resteront identiques, donc en termes de résidence et de plafond des revenus. Sur le volet évolution des prix, les compagnies aériennes restent bien entendu les mieux placées pour donner des informations détaillées sur leur politique tarifaire. Quelques éléments de contexte néanmoins pour comprendre la construction des prix. Elle passe d'abord par une compréhension des coûts. Les structures de coûts peuvent être très variables en fonction de la taille de la compagnie, du type de route exploitée, du type de service proposé. Néanmoins, une constante reste la part prépondérante du coût du carburant, des salaires des personnels et d'une certaine façon des redevances, ainsi que des taxes. Et tous ces éléments ont augmenté ces derniers temps et auquel cas, et il faudrait également rajouter à l'augmentation de l'ensemble de ces éléments de coût la parité euro-dollar qui n'arrange rien. Vous savez que dans le monde aéronautique,
la plupart des transactions se font en dollars, sont payées en dollars, et l'augmentation, le renchérissement du dollar par rapport à l'euro n'a rien fait pour aider les compagnies aériennes à maintenir, à contenir leurs coûts. Un autre élément qui influence fortement la construction des prix est l'utilisation par les compagnies aériennes de techniques de gestion et de la recette, qu'on appelle le yield management, qui conduisent pour un même vol à proposer une multitude de tarifs différents afin de répondre aux attentes et contraintes des voyageurs et bien sûr afin de maximiser, ou en tout cas optimiser la recette des compagnies aériennes. Ainsi, les tarifs varient en fonction de la classe de voyage, de la date de réservation, de la durée du séjour, des conditions d'échange, de modification de billets. Donc, il est très, très difficile de s'y retrouver. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a eu une hausse, et très sincèrement, nous ne l'apercevons pas, s'il y avait eu une hausse des billets d'avion sur un an, celle-ci peut s'expliquer par une série de facteurs propres à l'ensemble des transporteurs aériens. Comme je vous le disais, hausse générale des coûts liés à l'inflation, notamment les coûts salariaux, hausse plus spécifique du coût des carburants, évolution défavorable de la parité euro contre dollar. Les transporteurs devant faire face à l'augmentation de leurs coûts d'exploitation et disposant d'une trésorerie, nous le dirons, fragilisée par la crise sanitaire, ils se retrouvent contraints de reporter au moins en partie toute hausse sensible de leurs coûts sur le prix des billets. S'il s'avérait qu'il y a eu une hausse des prix en 2022, s'il s'avère qu'il y a eu une hausse des prix en 2022, ce qui est loin d'être montré, cette dernière relève d'un effet de rattrapage et la tendance, on a par contre regardé la tendance structurelle sur les 10 dernières années, reste donc plutôt une baisse ou un contingentement des prix. Ces moyennes annuelles ne doivent toutefois pas occulter la forte saisonnalité des prix, notamment lors des pics de trafic constatés lors de la période estivale ou celle des fêtes de fin d'année. Pour résumer en conclusion, un paysage concurrentiel est présent pour les liaisons entre l'Hexagone et la Polynésie française. Cette concurrence a contribué à augmenter l'offre de sièges et les fréquences de vol, ainsi qu'à amortir finalement la hausse des coûts d'exploitation par les compagnies aériennes, les tarifs actuels étant sensiblement équivalents à ceux de 2019. Les prix sont, comme partout, néanmoins soumis à une forte saisonnalité, les prix étant plus élevés au moment des pics de trafic. Voilà en ce qui concerne l'analyse du SEAC Polynésie française. Merci, monsieur. Je vais laisser la parole à monsieur Manaté Viviche, directeur général d'Air Tahiti. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs les sénateurs, bonjour, monsieur le vice-président Yorona. Je ne suis pas directement concerné en fait par les interrogations que vous avez, étant compagnie aérienne domestique, ne desservant donc pas la métropole. Ceci dit, il y a un certain nombre de questions qui effectivement relèvent d'un intérêt particulier pour Air Tahiti et je m'associe tout à fait en fait à l'intervention faite par le vice-président sur la description des dispositifs qui ont été mis en place par la Polynésie française, par le pays, concernant donc les délégations de services publics. Alors, Air Tahiti, effectivement, réalise toujours, jusqu'à l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes qui devraient commencer leurs opérations cette année, la desserte de l'ensemble des destinations polynésiennes, c'est-à-dire 46 destinations. Effectivement, cette activité était rendue possible grâce à un système de péréquation interne que nous avons historiquement mis en place et qui nous permettait de compenser les pertes sur des tarifs qui étaient proposés sur les lignes, je dirais, excédentaires, sur les lignes touristiques principalement, celles des îles souvent, avec Bora Bora en tête, par exemple. Donc, ce système a été mis à mal, effectivement, par la crise du Covid. Les touristes n'arrivant plus en Polynésie française, Air Tahiti n'a plus été en mesure de compenser ces déficits et s'est donc retourné vers le pays pour que des solutions soient mises en place. Et le pays a effectivement réagi assez rapidement en mettant en place 2 délégations de services publics, pour être précis,
Ces délégations de service public, le président en a parlé, le vice-président, pardon, en a parlé, sont délégations de service public qui permettent au pays de contribuer en fait à la desserte de ces destinations éloignées à faible population à hauteur de 10 millions d'euros à peu près. Sorti de ce dispositif qui est financé d'ailleurs par une contribution prélevée financée par les passagers, il n'y a pas d'aide particulière existante aujourd'hui dans le cadre de la relation Tahiti-île ou île-Tahiti. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux malheureusement vous dire sur le sujet, n'étant pas, moi, ne desservant pas la métropole. Concernant le prix du carburant, il a effectivement quasiment doublé pour nous sur l'exercice 2022. Il est passé, nous avons subi une augmentation de l'ordre de 104% sur le prix du carburant. Il y a effectivement eu un effet dollar assez fortement ressenti sur nos charges. Cet effet dollar se manifestant au travers de l'augmentation du prix du carburant, puisque le carburant est payé en dollars. Donc, non seulement on a eu une augmentation du prix du pétrole en valeur absolue, mais nous avons aussi un double effet du fait de l'augmentation du taux dollar. Ce taux dollar qui a augmenté a d'ailleurs aussi largement impacté les frais d'approche, notamment les frais de maintenance, les coûts de maintenance de la compagnie. Mais il faut aussi pas perdre de vue que lorsque le dollar est élevé, du coup, la destination polynésienne devient moins onéreuse pour les touristes américains qui constituent un marché relativement important pour la Polynésie française, ce qui explique notamment l'affluence de touristes américains, en partie, je pense, sur la destination Polynésie française à l'occasion de l'exercice 2022. Concernant les taxes perçues sur les prix de billets, elles sont variables en fonction des billets eux-mêmes, de la valeur absolue du prix des billets. Mais je dirais que grosso modo, nous sommes sur une échelle de l'ordre de 10 à 25% du prix du billet au global sur les taxes perçues par les passagers voyageant sur les lignes intérieures. Nous avons au global, en termes de politique tarifaire, décidé l'année dernière de ne pas répercuter les hausses de coûts liées à un environnement inflationniste tel que nous avons pu le connaître et qui a été particulièrement sévère en Polynésie française. Cela à l'aune d'une augmentation des trafics. Les volumes de trafic nous ayant permis de compenser d'une certaine façon un petit peu l'augmentation de nos charges. Donc, les tarifs d'Air Tahiti ont en moyenne sur 2022 baissé de 5%. Voilà ce que je peux vous dire jusqu'à présent en complément des interventions précédentes qui ont été particulièrement complètes sur les différents sujets qui vous intéressaient. Merci, monsieur le directeur. Je vais laisser la parole maintenant à monsieur Michel Monvoisin, président directeur général d'Air Tahiti Nuit. Merci, bonjour mesdames, messieurs les sénateurs, bonjour à notre vice-président, monsieur Bouissou, nos amis du SEAC, Amanate Vaivich. Oui, donc moi, juste deux mots, peut-être en introduction pour présenter Air Tahiti Nui, puisqu'effectivement, la particularité de la Polynésie, c'est vous venez d'entendre le directeur général de la compagnie domestique et nous desservons l'international. ATN est une société d'économie mixte, c'est une SEM qui est détenue à 85% par la collectivité. Nous desservons principalement donc, l'Hexagone via Los Angeles CDG, Charles de Gaulle. Les États-Unis, donc via Los Angeles, mais également avec des vols directs sur Los Angeles et depuis peu sur Seattle. Et prochainement, à l'été, un Seattle CDG. Le Pacifique est alimenté via notre route sur Auckland, avec des accords derrière pour aller toucher l'Australie, par exemple. Et nous avons donc Papeete Auckland et ensuite le hub basique est Narita, où nous desservons Papeete Narita avec une route qui n'est pas encore réouverte, c'est les suites de l'après-Covid.
Donc, c'est une route, ça doit être la dernière route que nous allons réouvrir, qui est prévue pour fin octobre 2023. Ça, c'est globalement, c'est une petite synthèse sur ATN. La question, j'ai sous les yeux vos questions, donc sur les questions d'ordre général. Bon, c'est vrai que notre vice-président et Marc Walla ont bien déblayé le terrain, donc je me contenterai peut-être d'être un peu de compléter leurs interventions. Ça laissera peut-être un peu plus de place aux questions. Sur les questions d'ordre général, d'abord sur l'offre de transport aérien, ce qui est intéressant, c'est un sujet la Polynésie qui a intéressé IATA. Pourquoi? Parce qu'ils ont été surpris de la croissance. D'après IATA, c'est un record mondial, une croissance aussi forte sur les routes principales. En pré-Covid, avec l'arrivée de United et French Bee, il y avait déjà eu 30% de croissance. L'augmentation des capacités après le Covid en 2022 a vu une nouvelle croissance de 39% de l'offre en siège. Donc, je vous laisse imaginer 39% de croissance sur Charles de Gaulle en peu de temps. C'est ce que ça générerait en termes de fréquentation, d'offres en siège, de tarifs et tout ce qui suit ensuite sur les infrastructures. Donc, il a fallu absorber cette concurrence, cette surcapacité, qui fait que nous avons, grosso modo, alors sur la Polynésie, nous avons maintenant une offre en siège d'à peu près, il y a à peu près 1 million de sièges vers la Polynésie, un peu plus d'1 million de sièges en offre en siège, en SK. Donc, si on prend des allers-retours, parce qu'en général, la Polynésie, c'est un aller-retour, peu de compagnies vendent des allers simples, c'est principalement de l'aller-retour, ça ferait à peu près une offre capable de transporter un peu plus de 600 000 passagers, entre 600 et 650 000 passagers annuellement. Il y a 50 000 Polynésiens qui voyagent à peu près, parce qu'il y a une population de 300 000 habitants, et la capacité réceptive du territoire est de l'ordre de entre 260, peut-être 280 000 touristes. Donc voilà, donc je vous laisse imaginer la surcapacité. Ce qui fait que la surcapacité, mécaniquement, ça entraîne une guerre des prix et une baisse et forcément, surtout en classe économique. Donc nous sommes en plein dedans. En ce moment, je dirais que c'est un peu la jungle. C'est la guerre, c'est la guerre des prix. On arrive aujourd'hui à vendre on arrive à avoir des tarifs publiés par certains de nos concurrents. Alors évidemment, forcément, au bout d'un moment, tout le monde s'aligne, mais on arrive à avoir des tarifs sur des Los Angeles Papeete, qui est là où il y a le plus de concurrence. Il y a une forte concurrence sur CDG, mais une grosse concurrence aussi sur les États-Unis, parce que c'est là où il y a eu le plus de capacité. On a des niveaux tarifaires sur un aller-retour Los Angeles Papeete qui est autour de $450. C'est-à-dire pratiquement un Paris-Nice ou un Paris-Toulouse. Voilà, sur 8 heures de vol, sur un gros porteur, on vend au prix d'un Paris-Nice. À peu près, hein, je le fais à la louche. Donc, l'offre, effectivement, du point de vue des compagnies, l'offre des sièges, en fait, elle subit, l'offre aérienne, elle subit une carence en termes d'offres réceptives. Il n'y a pas assez de chambres d'hôtel, il n'y a pas assez de Airbnb, il n'y a pas assez de pensions de famille. Donc, on arrive très vite, malgré la stimulation par les prix, on arrive très vite à des refus de vente, hein, dans notre jargon, ce qu'on appelle des soft sales, parce qu'effectivement, notre clientèle qui est essentiellement constituée, là je parle pour toutes les compagnies d'ailleurs, qui est essentiellement constituée de touristes, puisque c'est du 20-80 à peu près, entre 20 et 25% de la cabine, c'est des Polynésiens, le reste, c'est des touristes. Donc, on arrive très vite, avec la saturation de l'offre en hébergement, on arrive très vite à perdre, malgré la stimulation par les prix, on perd du trafic, puisque les touristes ne trouvent pas forcément l'hébergement. Ce qui fait que l'originalité, parce que je sais que là, je pense que l'audition de ce matin est d'actualité, puisqu'effectivement on suit les médias, est liée à l'offre, à l'augmentation des tarifs aériens, notamment vers les départements d'outre-mer, hein, puisqu'on suit j'ai suivi l'actualité, j'ai vu l'étude d'un agrégateur, c'était Mr. Fly, je crois, qui avait publié une étude sur le sujet.
Et on a constaté effectivement qu'il y avait, au départ de la métropole, il y avait des hausses tarifaires de 20 à 40% sur les tarifs aériens. L'originalité de la Polynésie, c'est qu'il y a pas, c'est que nous, on est à moins 2%. C'est ce qu'on constate d'ailleurs dans les prix d'Air Tahiti Nui. Sur les tarifs, depuis 2013, on a perdu, avec l'arrivée des nouvelles compagnies, on avait perdu à peu près 10% jusqu'en 2018. L'arrivée de French Bee, et notamment d'United, avait fait chuter les tarifs d'à peu près 10%. Ensuite, il y a eu la Covid. Maintenant, c'est les tarifs moyens en classe économique. Puisqu'au départ de Los Angeles, nous, on a constaté des baisses de recettes unitaires entre 20 et pouvant aller en fonction de la saisonnalité à 40%. On est monté jusqu'à moins 40% en recettes unitaires au départ de Los Angeles. Mais globalement, si on prend ce qui j'imagine vous intéresse, le PAPT Paris, sur le PAPT Paris, on est à peu près depuis 2013, si on prend la référence de 2013, donc il y a 10 ans, on est à peu près à moins 2% sur le tarif des billets d'avion. Ça veut dire qu'on n'a pas passé, et si on aborde maintenant les questions particulières, notamment sur les tarifs, nous n'avons pas passé de surcharge carburant. Nous n'avons pas pu répercuter le coût du carburant, qui est important. Le carburant, pour Air Tahiti Nui, ça représente à peu près 33% de nos charges. C'est le premier poste devant les salaires. Et nous n'avons pas pu passer. On va essayer. Donc, alors, je ne sais pas si c'est pour nous, ce serait une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr, peut-être pour vous, pour les consommateurs. Mais on va essayer de passer de la surcharge carburant. Je dis bien on va essayer parce qu'on a déjà fait des tentatives et ça n'est pas passé, dans le sens où effectivement la concurrence n'a pas forcément suivi. Et donc sur toute l'année 2022, il n'y a pas un franc qui est passé en surcharge carburant. Donc les prix sont très bas, ils n'ont jamais été aussi bas, à peu près, puisque alors la structure d'un billet d'avion, c'est pas évident parce que ça a été expliqué tantôt. Nous, on est soumis à une très forte saisonnalité et effectivement, on fait du revenu management, du yield management. Donc, il n'y a pas un tarif fixe, il n'y a pas un tarif harmonisé à l'année. Nos tarifs sont en fonction de l'offre et de la demande. D'où cette baisse, effectivement, cette forte baisse en 2022, puisqu'il y a une offre qui est largement supérieure à la demande. Et bon, pour faire simple, à peu près sur un pari à l'année, sur un pari pas pété ou un pas pété pas Paris, parce que nous, on a une notion d'origine-destination. Donc, un pas pété Paris ne sera pas vendu au même prix qu'un pari pas pété, en fonction toujours de la demande et de l'offre, ou de Los Angeles pas pété ou d'Auckland pas pété. Les tarifs vont varier en fonction de l'origine et de la destination. Mais je dirais que sur un aller-retour Charles de Gaulle, pas pété, les taxes, ça va être entre 7 et 10%. Le carburant, c'est à peu près 15%. Et le reste, c'est le tarif de base. Lequel tarif de base va varier, bien sûr, en fonction toujours de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, sur le kérosène, je lis en même temps vos questions. Sur le cours du kérosène, il est resté malgré tout assez élevé. C'est vrai qu'il fait un peu le yo-yo depuis quelques temps. Mais nous, par rapport au Brent, il est toujours plus élevé que le Brent. Il faut rajouter souvent entre 20 et 30 $. Nous, c'est le jet kérosène Singapour, le JKS, qui cette année, en 2022, a toujours varié entre 110, 120 jusqu'à 130 $, en cours moyen. Donc là, pour vous donner une idée, donc là, on est monté jusqu'à 130. Là, en ce moment, ces derniers temps, il est redescendu un peu. Et bon, de toute façon, comme on l'a absorbé, on ne pense pas baisser. Bien sûr, pour nous, baisser les prix des billets d'avion, c'est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, puisqu'on est déjà à des prix extrêmement bas. Puis je crois qu'il y avait une question aussi sur le tarif fixe. Donc, l'effet saisonnalité fait qu'un tarif fixe, c'est pas évident. C'est difficile d'appliquer un tarif fixe à l'année. Donc, le modèle Corse est vraiment très particulier avec cette DSP. Il vient d'avoir une belle annonce de Marc Walla sur la continuité territoriale. C'est vrai que nos clients l'utilisent beaucoup, puisqu'en général, nous avons, comme toutes les compagnies qui desservent l'Hexagone, on a signé des accords, une convention avec l'État, puisque c'est l'État qui distribue les aides sur la continuité territoriale. Et
c'est le passager qui, suivant il y a un certain nombre de critères d'éligibilité, le passager reçoit ses aides directement et nous achète les billets d'avion. Et donc, c'est quelque chose qui marche assez bien, la continuité territoriale. C'est plutôt une bonne nouvelle que l'enveloppe budgétaire j'imagine, soit un peu augmentée. Mais bon, ça pas, non, c'est pas, je dirais que comme on transporte quand même beaucoup de touristes, c'est pas forcément ce qui va rendre les routes à l'équilibre. C'est une aide appréciable, la continuité territoriale, surtout effectivement pour ceux qui en bénéficient. Mais notre challenge, il est au niveau de la concurrence, il est au niveau de l'offre en siège et surtout de l'offre réceptive qui est pas en adéquation aujourd'hui avec l'offre en siège. Voilà un peu ce que je pouvais dire rapidement par rapport à votre question et pour compléter effectivement les interventions très complètes du vice-président et de Marc Walla du SEAC Polynésie. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, monsieur. Je vais maintenant passer la parole à nos deux rapporteurs. Donc, nous allons débuter avec Catherine Conconne, puis Guillaume Chevrollier. Merci, cher collègue Micheline Jacques. Rebonjour à toutes et à tous. J'aurais deux questions. La première, si je comprends bien, l'octroi d'une aide à la continuité territoriale vers ou de l'Hexagone est soumise à condition. C'est-à-dire, c'est fonction, vous avez donc des barèmes de conditions, des élèves boursiers, donc il y a un critère conditions de vie moyen qui conditionne cette aide à la continuité territoriale. Est-ce que vous envisagez dans le dispositif avec l'État un moyen qui permettrait d'aller au-delà de cette barrière de conditions de vie, élèves boursiers, etc. Est-ce que vous envisagez également un accompagnement de la collectivité du gouvernement donc, de Polynésie pour augmenter éventuellement l'apport mis sur un billet d'avion à destination des populations? Ça, c'est ma première question. Et puis une deuxième qui m'interpelle, vous avez dit ne pas avoir répercuté, là je m'adresse en particulier aux compagnies aériennes, ne pas avoir, et à la DGAC, à ne pas avoir répercuté la hausse des carburants directement sur le billet. Mais comment tout cela tient quand on sait que la part du carburant est essentielle dans la composition du prix? Comment vous avez fait pour ne pas répertorier et rester dans des prix qui n'ont pas augmenté? Merci, Catherine. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, messieurs, merci pour vos interventions très complètes. Moi, dans le prolongement de ma collègue Catherine Conconne, j'aurais une question sur cette aide à la continuité territoriale. Est-ce que vous considérez que les dispositifs sont bien connus par l'ensemble des habitants du territoire polynésien? Vous avez évoqué qu'il y avait 20% de Polynésiens à voyager vers la métropole. Est-ce que ce sont des habitués ou est-ce qu'il y a vraiment un renouvellement? Et est-ce que vous êtes certain dans cet accès à ces aides, à cet accès aux droits par Internet, ça a été indiqué, que les dispositifs sont bien connus et qu'on s'adresse à un maximum de nos concitoyens de ces territoires? Une deuxième question vous avez évoqué les critères de santé. Est-ce que c'est cumulatif ou par rapport aux critères financiers, ou est-ce que pour des raisons de santé, il y a un accès plus large pour raisons médicales, ou est-ce qu'il y a des critères financiers également? Et une question qui s'adresse aux compagnies aériennes. Vous avez fait état de prix particulièrement bas du fait d'un contexte concurrentiel très, très important. Est-ce que, au niveau de vos marges et de la rentabilité de vos entreprises, où est-ce que vous vous situez? Merci. Si vous voulez bien, je vais laisser la parole aussi à Lana, si elle a quelque chose à ajouter. Merci, Madame la Présidente. Non, tout a été dit. Je voudrais juste saluer Yorana Totfenua,
Il fait jour chez vous, ben, nous, il fait nuit ici à Paris. Monsieur le vice-président, Jean, salut. Enfin, j'ai tout écouté. J'ai tout écouté. J'ai rien encore dit. J'ai rien encore dit parce que je suis quand même porteur de la mission sur RTT, ce qui a été rappelé par notre vice-président. C'est parfait. La DGAC de Peretti, j'ai cru que tu étais parti déjà à la retraite. Ben, salut depuis Paris. Par contre, monsieur le vice-président, il y a un point sur lequel je vais beaucoup m'attarder. Et c'est précis, en tout cas je m'adresse aux rapporteurs, à mes collègues, c'est la continuité territoriale jusqu'à la résidence. Et c'était important de rappeler, parce qu'aujourd'hui, ici à Paris, on parle de Paris Pop Été, mais on oublie, par exemple, moi je suis des Issous-le-Vent, il y a les Marquises, il faudrait peut-être aménager ici à Paris à ce qu'on parle de la continuité territoriale de Paris jusqu'à la résidence, jusqu'à l'île de résidence. Et puis un combat aussi, monsieur le président de la délégation, et ça je ne vais pas en démordre, c'est la continuité inter-île. Parler de Paris et pas été, oui, entre les étudiants, ceux qui viennent en formation, les accompagnateurs de malades. Et puis, il y a aussi la continuité inter-île. Ça c'est le vrai sujet aussi, enfin, que je suis en train de soumettre à mes collègues rapporteurs. C'est important. On a évoqué le prix d'un pape-été marquise à 650 €, au prix qui vient d'être annoncé par le PDG, Salut Michel, de RTT Nuit, offrant les $450 pour aller, enfin, pape-été Los Angeles, pape-été, enfin, je ne vous fais pas de dessin, mieux vaut aller à Los Angeles qu'aux Marquises. Mais je défends le pays, le Fénois, rassurez-vous. Voilà un peu ce qui me passe par la tête, en tout cas, ce soir. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu. Je puis vous assurer que l'émission du Sénat, n'est-ce pas, Madame Conconne, Monsieur le Président, l'émission du Sénat, c'est pas justement pour auditionner des personnes et puis me remettre des rapports qui vont rester au placard. Pour vous rassurer, je vais surveiller de très près les travaux sur cette mission. Voilà, Marourou. Merci Diana, et je peux t'assurer que je te rejoins sur ce que tu appelles la continuité inter-île, puisque lorsqu'on habite dans un archipel, on mesure ce que c'est et quelles sont les difficultés. J'aurais juste, avant de laisser la parole pour la réponse, Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance du déploiement d'Internet permettant un meilleur accès aux services administratifs. Pensez-vous que la continuité numérique pourrait être une solution pour un meilleur accès à la formation professionnelle et à la télémédecine pour tous ? Bien, juste le temps de noter les dernières questions et je vous réponds. Merci pour vos questions qui ont vraiment une pertinence dans le contexte polynésien. Je vais commencer par Madame la sénatrice Catherine, je crois, qui est intervenue, et qui posait des questions sur les questions de conditions de ressources. Oui, il existe un plafond de revenus. C'est du domaine, évidemment, de la décision de l'État que de fixer ces conditions de ressources. En l'occurrence, je vais vous les donner, puisqu'on me les a communiquées. Sur la continuité territoriale, il faut gagner moins de 1 200 € par mois. C'est une condition. Et pour les questions de passeport mobilité, gagner moins de 26 000 € par an, c'est-à-dire environ 2 000 € par mois. Ce sont donc les conditions. Et vous me posez la question de savoir est-ce que le pays a dans ses intentions le fait de participer sur le financement de la continuité territoriale. J'évoquais cette question tantôt.
notamment sur la volonté de la Polynésie, mais c'était dans les années 2001, de contribuer, de mettre en place cette contribution aux côtés de l'État. Cette réglementation ou cette délibération, je crois, à l'époque, je ne me rappelle plus, c'était une délibération de l'Assemblée, un arrêté du Conseil des ministres, a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, qui a jugé qu'il n'était pas dans la compétence du pays de financer le fonds de continuité territoriale. Il faudrait une analyse juridique dans le contexte du statut de la Polynésie française, de la loi de 2004, qui a évidemment évolué depuis, pour voir les dispositions qui pourraient être prises pour le permettre. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un souhait de la Polynésie française de voir l'État auprès de nous sur le financement de la continuité territoriale intérieure pour agir sur la baisse des prix. Il convient, et ça c'est certainement une discussion, un débat que nous devrions avoir avec l'État, et si évidemment la réglementation le permet, voir dans quelle mesure à l'avenir le pays pourrait renforcer ce dispositif de continuité territoriale et peut-être mieux aider, non seulement en prise en charge tarifaire des billets d'avion, mais aussi en effectifs supplémentaires, puisque ça a été dit tout à l'heure, le budget de la continuité territoriale qui est d'1 million d'euros annuellement est consommé à 100%. Ça veut donc dire qu'il y a bien des dossiers qui ne sont pas pris en charge. Et je regardais d'ailleurs la note de l'État qui fait bien allusion à un nombre constitué de dossiers, de demandes et à des réponses apportées par le pôle de continuité territoriale locale à un niveau qui est inférieur à la demande. Donc, il faudra, je pense, qu'il y ait un effort supplémentaire qui soit réalisé à l'avenir. La deuxième sénateur qui est intervenu pose la question de savoir si ce sont des dispositifs qui sont bien connus des Polynésiens. Oui. Nous avons souvent, y compris d'ailleurs dans les ministères ou dans les services du pays, je pense notamment au CEFI, des demandes non seulement d'explications, mais d'aide à l'accompagnement. Je pense notamment sur le plan professionnel, par exemple, en matière de formation. Et donc, tout ce dispositif est un dispositif sur la continuité territoriale, sur passeport mobilité, et ce sont des dispositifs connus, utilisés par les Polynésiens qui partent pour se former, qui partent en stage, qui partent pour passer des concours. Il n'y en a pas énormément, mais disons que voilà, ces dispositifs couvrent l'ensemble de ces besoins. Et donc, c'est bien connu sur l'ensemble du territoire. Je vais directement sur une question qui a été posée par Madame la rapporteure sur le fait de savoir si l'Internet peut aider, je dirais, à ces questions de formation. Oui, bien sûr. Nous avons déjà, au niveau du pays, mis en place des dispositifs de formation à distance. C'est le cas des pompiers de nos plateformes aéroportuaires qui se forment en direct avec l'entreprise Iforza qui est située quelque part à Toulouse. Donc, c'est déjà un outil qui est rentré dans le cadre des formations qui sont dispensées et qui ne nécessitent pas forcément le déplacement physique des personnes sur la métropole ou d'ailleurs entre les îles et puis Papeete. Des avancées ont été réalisées, notamment par rapport au CNAM, par rapport à l'Université de la Polynésie française, qui dispense également des cours sur l'Internet en direct, en visio, avec des professeurs situés sur l'île principale. Donc c'est quelque chose qui est rentré aujourd'hui dans les mœurs, et tout cela est dû au réseau et au tissage
du câble numérique qui a été mis en place et qui permet à un grand nombre d'îles de pouvoir disposer du très haut débit, voire même du haut débit pour les îles qui n'ont pas de câble et qui sont arrosées sur le plan des réseaux hertziens haut débit. Donc nous avons vraiment un dispositif en Polynésie qui permet tout ça. D'ailleurs, la télémédecine, en termes de consultation, est quelque chose qui est déjà en place. Notre souhait, c'est évidemment avec les valises médicales, c'est d'aller un peu plus loin avec notre dispositif de ressources humaines situé dans les îles, que ce soit des aides soignantes, que ce soit des infirmières, avec la possibilité, on l'a encore fait il n'y a pas très longtemps dans une île qui est éloignée de 500 km de l'île de Tahiti, mais qui ne dispose pas ni d'aéroport ni de moyens sophistiqués de déplacement. Nous avons des connexions Internet avec des interventions en consultation de la part des médecins. Et avec les valises, nous pourrons aller beaucoup plus loin sur les consultations avec des données transmises depuis ces îles ou ces régions. Voilà pour répondre aux dernières questions de Madame la rapporteure. Je reviens maintenant sur quelques questions qui touchent l'intervention de notre sénatrice polynésienne, Lana Tetuanui. Bonjour, Lana. Alors, j'ai évoqué ce sujet, la continuité jusqu'à la résidence. Et il est bien clair que si nous avions une population concentrée sur l'île de Tahiti et de Montréal, et qui aurait la possibilité, un peu comme dans la région parisienne, de se rendre sur l'aéroport de CDG ou sur Orly, c'est pas trop un problème, surtout qu'il y a des réseaux de transport public qui existent. Chez nous, il n'y a pas. Nous avons, je dirais, un tiers de notre population qui vit sur les îles sous le vent, au Tuamotu, aux Marquises et aux Australes. Ces gens qui utilisent le seul moyen de transport qui est l'avion payent évidemment au tarif prévu, avec une prise en charge de la délégation de service public que j'évoquais tantôt, lorsque, évidemment, ce sont des aéroports qui sont concernés. Mais c'est une prise en charge quand même. Je vais vous donner un exemple sur un HAO à Papeete. Là, je dis sous couvert évidemment du directeur général de RTT. Ce sont des tarifs quand même de 40 000 francs, c'est-à-dire de 350 €, si vous voulez. Donc, vous voyez, ça devient tout de suite très problématique pour des gens qui font du copra sur les atolls, pour des gens qui font de la pêche et qui ne sont pas des gens fortunés. Et ce sont des gens d'ailleurs qui répondent complètement aux critères que j'évoquais tout à l'heure concernant les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier de la continuité territoriale aux chambres en France métropolitaine, mais qui doivent débourser certaines sommes pour venir sur l'île de Tahiti et bénéficier de cette continuité territoriale. Donc, ce serait une belle avancée si on pouvait, dans le cadre de votre rapport, intégrer ces particularités de nos collectivités éclatées sur un océan, dans un contexte d'ailleurs où on s'intéresse beaucoup à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie et avec l'axe Indo-Pacifique. Je crois qu'aujourd'hui, véritablement, ce déploiement de la continuité territoriale aurait tout un sens et un intérêt sur le fait que l'État se penche sur cet aspect. Voilà, je pense avoir répondu à l'ensemble. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je crois que Madame Concon souhaite prendre la parole. Catherine ? Oui, bonjour. Rebonjour, pour rassurer tout le monde et en particulier l'ANA, je crois que les rapports du Sénat ne sont pas des choses pas sur des géants. Encore récemment, en présence de Stéphane Antano, le président de la collectivité de la Martinique,
a répété plusieurs fois s'être inspiré des rapports du Sénat pour ses propres lois quand il était député et même sur la construction de certaines politiques publiques à l'intérieur de sa collectivité. C'est le cas, par exemple, pour un rapport sport de haut niveau que nous avons mené, où il y a aujourd'hui des déclinaisons extrêmement concrètes qui sont issues de cela. Donc, pour l'instant, nous sommes vraiment en investigation. Il faut que nous puissions faire le tour de manière globale des dispositifs qui existent dans tous les pays de la dite Outre-mer. Je remercie aussi les services du Sénat qui nous ont transmis hier un excellent boulot sur une sorte de benchmark comparatif entre des dispositifs des autres RUP, voire même de d'autres pays d'Europe, puisqu'il n'y a pas que nous qui sommes concernés par la continuité territoriale. Il y a aussi les RUP espagnols, comme les Açores, portugaises et espagnols, les Açores, les Canaries, qui ont eux aussi mis en place des dispositifs. Donc vraiment, merci pour ce rapport qu'on a reçu hier, qui est excellent. Et puis là, nous sommes vraiment en train de construire ce que nous souhaitons être une petite révolution dans le cadre de la continuité territoriale. On a commencé avec la Corse, qui est un système assez idyllique, hein, on pourrait dire très intéressant, qui pourrait inspirer, totalement payé par l'État, plus de 200 millions d'euros pour l'équivalent des habitants de la Martinique, par exemple. Et vraiment, il faut qu'on aille au fond, tout en étant objectif et réaliste. On ne pourra pas tout faire parce que derrière, il y a quand même des considérations budgétaires et financières qu'il ne faut pas oublier. Mais là aussi, dans le bassin atlantique, on est très concerné par les problèmes de continuité territoriale, pas dans les mêmes proportions que la Polynésie, mais également sur le fond, parce que Micheline Jacques, notre vice-présidente qui officie en ce moment au Sénat, dans cette audition, eh bien, elle doit passer de Saint-Barthélemy, qui a un microscopique aéroport, pour aller en Guadeloupe ou à Saint-Martin, éventuellement prendre son Boeing pour aller, ou son Airbus pour aller à Paris. Il y a aussi des problèmes de continuité dans l'archipel. La Guadeloupe a par exemple mis en place des DSP avec des transporteurs maritimes pour assurer les transports entre la Désirade, entre Marie-Galante, qui sont des îles de l'archipel Guadeloupe, mais des toutes petites îles sur lesquelles, par exemple, il n'y a pas de lycée. Donc, il faut pouvoir ramener les gamins à l'école sur, entre guillemets, le continent guadeloupéen. Et puis, à l'intérieur même de la Guyane, nous devons nous rendre fin février dans le cadre de la délégation. Il y a aussi d'immenses problèmes. La Guyane, on sait que c'est un pays immense avec des populations autochtones qui sont très isolées et qui doivent elles aussi faire. Donc vraiment, merci pour toutes ces explications qui nous ont été données aujourd'hui. C'est vraiment très, très important, mais je crois que je n'ai pas eu la réponse concernant les carburants. La notion de carburant, comment vous n'avez pas répercuté? Il y a un moment où j'ai eu une interruption de ma bande passante. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez répondu? Mais j'aimerais bien savoir par quel tour de magie vous avez pas répercuté sur le prix du billet, l'augmentation très importante de la part carburant depuis guerre en Ukraine et toutes les contraintes que l'on connaît en ce moment sur le marché international. Merci Catherine. En fait, c'est que je comptais donner la parole justement au fur et à mesure. Donc, Monsieur Marcouala, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je pense que très sincèrement, tout a été dit sur la partie aide, subvention, sur la continuité territoriale. Et je vais laisser les compagnies aériennes répondre aux questions sur la non-répercussion du coût du carburant, puisqu'en fait, c'est elles qui gèrent la politique commerciale. Je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Viviche. Oui, alors, concernant le carburant et son augmentation connue l'année dernière, ce qu'il faut prendre en considération pour la compagnie Air Tahiti, c'est que nous opérons des ATR. Les ATR sont les avions les plus économiques en termes de consommation de carburant rapporté au siège offert. Donc, grosso modo, les charges de carburant pour Air Tahiti représentent à peu près 10 à 13% des charges totales de la compagnie. Donc, l'augmentation du prix du carburant a pu effectivement être absorbée à notre niveau, et cela aussi consécutivement au fait que
dès lors que nous sommes rentrés dans la crise du Covid, nous avons réalisé énormément d'économies. Nous avons fait un gros travail sur nos charges qui ont porté leurs fruits ensuite, dès lors que l'activité a repris en 2022 et de manière relativement importante. Ce qui fait que nous avons effectivement, comme je disais, misé sur le fait que nous allions transporter en 2022 et en 2023 d'ailleurs aussi plus de passagers que les années précédentes, et nous avons effectivement pu de cette façon ne pas en fait répercuter de hausse sur les prix des billets, voire même consentir voilà un peu la situation concernant. Pour répondre à la question que vous êtes posée, donc Air Tahiti aujourd'hui a terminé 2022 en équilibre, a dégagé une marge que je qualifie de très raisonnable pour ma part. Je souhaite par contre profiter du temps de parole qui m'est donné là pour accompagner d'une certaine façon un petit peu et insister sur ce point-là, sur les propos du vice-président à propos de la continuité territoriale intra-insulaire Polynésie française. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense qu'on n'en prend pas assez, on n'a pas assez conscience à l'échelle de la métropole. Mais j'ai derrière moi, c'est difficile de le voir, mais j'ai derrière moi une carte de la Polynésie française qui est superposée à celle de l'Europe. Et quand on part aux Marquises, si on met l'île de Tahiti sur Paris, c'est comme si on allait à Stockholm. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Et quand on va du côté des Gambiers, c'est comme si on allait à Budapest. Voilà un peu l'ordre de distance que nous avons, nous, en interne. Donc, effectivement, la problématique de continuité territoriale se pose en interne à la Polynésie française et de manière cruciale parce que les passagers n'ont pas d'autre solution que de prendre l'avion, effectivement. Nous avons affaire à des populations qui sont dispersées sur un territoire qui est énorme. Ces populations sont très faibles sur les différentes destinations que nous avons, ce qui explique que nous ne pouvons pas avoir des trafics très importants sur ces îles, et donc dans ces conditions, nous sommes contraints d'utiliser des modules qui sont des modules de petite taille, comme les ATR par exemple. Et donc utiliser un ATR dans ce type de réseau eh bien, génère effectivement ramener au siège des coûts qui sont relativement importants et beaucoup plus importants que lorsque l'on est sur des trafics, sur des relations, je dirais, internationales avec des trafics très importants, et donc la possibilité d'utiliser des modules qui sont, par voie de conséquence, eux-mêmes très importants. Donc, je dirais, l'environnement économique est très particulier et contribue effectivement à exposer la clientèle locale insulaire à des coûts de transport par avion qui sont relativement élevés. D'où effectivement le fait que depuis que nous avons desservi longtemps des lignes qui étaient structurellement déficitaires et pour lesquelles il n'était pas possible de revenir à l'équilibre, et sur lesquelles donc le territoire, le pays plutôt a décidé d'intervenir en mettant en place deux délégations de services publics. Voilà, ça c'est. Donc pour moi, effectivement, il y a, je pense, un intérêt particulier à voir l'État venir contribuer à ce fonds de péréquation que le pays a mis en place. Et cela, effectivement, de manière à, comme le disait le vice-président, non seulement peut-être aider ou soulager le pays de sa contribution propre, mais surtout, en fait, baisser en fait la contribution des passagers, parce que ce fonds, il ne faut pas l'oublier, est financé par les passagers dans leur globalité. Baisser donc cette contribution des passagers au désenclavement des îles. Voilà. Je vous remercie et nous allons terminer avec Monsieur Michel Monvoisin pour les auditions à propos de la question de Madame Concon. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'avais levé la main pour répondre sur la question de la répercussion du carburant et de la rentabilité. Déjà, je voulais juste corriger une question qui s'est posée, je crois que sur Delta et Air France, on a présenté Delta comme une nouvelle compagnie, ce qui n'est pas le cas sur notre desserte. C'est vrai qu'on a oublié de le préciser, Air France et Delta sont en co-entreprise sur le transatlantique, mais également sur la destination Los Angeles-Papeete. Ça veut dire qu'ils partagent les recettes, les charges, ils ont une immunité antitrust,
c'est-à-dire qu'ils discutent des prix, ils fixent ensemble les tarifs, qui est interdit dans le transport aérien, sauf effectivement quand on a cette fameuse immunité antitrust, qui est très surveillée d'ailleurs par le département d'État au transport aux États-Unis. Donc, si vous voulez, pour nous, quand Air France était à 3 fréquences, ils sont passés à 5 fréquences, et pour nous, aujourd'hui, ils sont à 8. Quand on rajoute les 3 fréquences de Delta, ça fait 8 fréquences pour le couple Delta-Air France. Pourquoi je dis ça? Parce que cette surcapacité, en fait, ce sont des compagnies, on va arriver à la rentabilité, ce sont des compagnies, ce qu'a amené la crise Covid, c'est que les États ont soutenu leurs compagnies nationales, même si Delta est une compagnie privée. Les majors, Air France a bénéficié d'aides massives, et les grandes compagnies d'État, les grands États ont soutenu leurs grandes compagnies. Ce qui, là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est tout à fait normal. Là où on pourrait être un peu plus critique, c'est que les États n'ont pas contrôlé ce que les compagnies ont fait de ce cash. Elles ont touché beaucoup de cash, parce que c'était des versements sonnant et trébuchant. Donc les États n'ont pas contrôlé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces grandes compagnies, elles mettent de la surcapacité sur les routes. D'abord, l'Asie s'est pas réouvert. Donc elles ont de la capacité, elles ont des avions à placer, donc elles les placent. Et elles mettent des surcapacités qui, quelque part, visent à asphyxier les petites compagnies. C'est un peu le problème qu'on a, nous, en tout cas, les compagnies d'outre-mer. On a bien vu la situation d'Air Austral. Vous entendez régulièrement Marc Rocher intervenir pour French Bee et Air Caraïbes. On fait face à une concurrence qui est vraiment très dure là-dessus. Alors pour le carburant, pourquoi on ne l'a pas répercuté? C'est l'effet concurrence. Alors comment on fait? On serre nos charges. Concernant RTT Inouï, on a fait un plan de départ qui a fait partir 20% du personnel pendant la crise Covid. Depuis, on recrute, mais alors au compte-gouttes. Le personnel fait des efforts colossaux. On est toujours sous le coup d'une baisse des salaires de moins 5% jusqu'à fin 2023. C'est un protocole d'accord qui avait été signé avec le personnel en pleine crise Covid. En matière d'inflation, on leur a donné 1,5% d'augmentation quand les autres, certaines compagnies ont donné jusqu'à 5%. On le sait, nous, on a été... alors, c'est des discussions qu'on a effectivement avec les représentations syndicales, mais ils comprennent que la situation est critique et qu'il faut effectivement que le personnel, puisque les salaires après le kérosène, c'est le deuxième poste de charge, et donc c'est là-dessus qu'on joue. On essaie de négocier avec nos fournisseurs également des gels tarifaires ou des baisses tarifaires, mais ça, c'est pas le plus facile. C'est même l'inverse. Il y a eu beaucoup d'inflation sur nos charges, notamment les charges d'aéroport. On voit aux États-Unis, tous les aéroports, les aéroports américains ont bien augmenté leurs charges, les prestataires aussi, puisque avec le départ, avec la contraction de personnel, ils ont du mal à recruter. Du coup, ils sont très sélectifs sur les compagnies qu'ils gardent et ils augmentent les tarifs. Je pense aux prestataires, au passage à l'aéroport, sur les aéroports internationaux, les 4 heures, enfin tous nos fournisseurs, et une inflation forte. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est une dégradation de notre rentabilité, une dégradation forte de notre rentabilité. Nos marges sont négatives. Je pense que pour l'exercice 2022, probablement 2023, on est sur des marges négatives. Donc on a effectivement, par contre, de quoi... on a eu nous aussi des aides de la collectivité d'abord, puisque notre actionnaire principal a bénéficié d'un PGE qu'il nous a reversé. Donc comme on est une SEM, il faut savoir que nous, on est une société d'économie mixte, donc on a la possibilité de recevoir des subventions d'équilibre. Alors on me dirait, c'est une forme d'intervention publique. Oui, c'est des fonds publics, ce sont des subventions d'équilibre. Donc le pays a cette faculté de nous remettre à l'équilibre sur la base d'exercices déficitaires. On a eu les aides classiques également de l'État, l'aide à la fermeture administrative et les aides de fonds de solidarité. Donc ça, c'était les règles nationales. On a bénéficié des règles nationales. Donc ces aides ont fait que RTT Inouï était rentré dans la crise solide. Nous avions plus de 6 mois de chiffre d'affaires en trésorerie, ce qui pour une compagnie aérienne est beaucoup. Donc nous étions solides avant la crise. On a consommé beaucoup de cash pendant la crise, on a consommé des fonds propres, mais les aides de notre actionnaire plus les aides de l'État ont fait qu'on a toujours cette trésorerie, on bénéficie toujours d'une trésorerie importante qui nous permet de tenir.
Et bon, mais oui, la rentabilité, en fait, la rentabilité est dégradée. Ne pas répercuter le carburant, normalement, nous aurions dû répercuter le carburant. De ne pas l'avoir fait, en fait, le tourisme est revenu en masse et l'année 2022 a été bonne dans les remplissages. Ce qui fait qu'en fait, notre performance, et nous, on a peu perdu, en fait, par rapport à. On a bien sûr concédé des parts de marché, mais c'était déjà le cas avec l'arrivée des compagnies aériennes avant Covid. Mais globalement, on performe plutôt bien en termes de remplissage, des remplissages qui sont bons, notamment sur Paris. Mais bon, toute la performance de la compagnie aérienne est partie dans le carburant. C'est-à-dire en n'appliquant pas de surcharge carburant, on a pris à notre charge le carburant. Et voilà, si effectivement on avait pu répercuter le carburant dans nos prix, on aurait aujourd'hui, on serait comme Air Tahiti, on serait à l'équilibre, on serait même légèrement excédentaire en résultat. Mais ce qui n'est pas le cas, on est en train d'arrêter les comptes et il est probable qu'en fait les pertes de la compagnie correspondent à la hausse du carburant que nous avons dû absorber. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. Donc, si vous n'avez rien à rajouter, je vous remercie pour votre participation. Puis, je vais laisser la parole à notre Président Stéphane Artano pour la conclusion. J'ai une question, Madame la Présidente, qui va appeler une réponse très, très courte. Je voudrais connaître le régime des aéroports. Vous avez parlé de 46 aéroports domestiques. Est-ce qu'ils sont tous de l'État, du gouvernement de Polynésie? Et puis la deuxième question, là aussi pour une réponse courte, dans vos voyageurs, quelle est la part de touristes et la part d'autochtones qui voyagent? Monsieur le directeur de l'aviation civile, peut-être pourra répondre. Bien sûr, sur le régime des l'ensemble des aéroports appartiennent au pays, sauf l'aéroport de Tahiti-Fara. Bien, sur ces deux dernières questions, oui, effectivement, l'État a procédé au transfert des 3 derniers aéroports hors l'aéroport international de Tahiti-Fara, donc les 3 aéroports de Bora Bora, de Regatea et de Rangiroa, qui sont des aéroports avec des trafics importants. Donc, ce sont les 3 derniers aéroports qui ont fait l'objet d'un transfert au niveau du pays. Pour l'instant, le pays gère en direct, au travers de la direction de l'aviation civile, qui est le service local de l'aviation civile sur les domaines de compétences du pays. Donc, ces aéroports, sauf les 3 qui ont été transférés, qui demeurent encore aujourd'hui sous le mandat de l'aéroport de Tahiti, pour le compte du pays sous forme d'une AOT. Sur la deuxième question concernant le nombre de touristes au regard du nombre de voyageurs polynésiens ou nationaux, je crois que M. Monvoisin vous a donné une tendance tout à l'heure qui était de dire environ un quart ou un tiers peut-être des voyageurs sont des Polynésiens ou des nationaux. Alors, quand je dis nationaux, il peut y avoir des touristes évidemment nationaux aussi, mais disons que ça représente un quart du nombre de PAX sur le trafic aérien. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je pense que là, nous allons clôturer. Je vais laisser la parole à notre Président Stéphane Artano. Oui, très, très rapidement, chère Micheline, pour te remercier d'avoir présidé cette audition très riche et merci vraiment pour vos apports respectifs et des questionnements et je tiens également à rassurer notre collègue Lana sur la portée des rapports du Sénat, comme l'a rappelé Catherine Conconne, qui sont des rapports de grande qualité généralement, et je ne dis pas par flagornerie pour ceux qui nous écoutent, mais qui font l'objet d'un suivi très régulier, notamment dans le cadre d'une nouvelle procédure qui a été mise en œuvre par le Sénat, du suivi des recommandations, ce qui veut dire que ce rapport d'information fera l'objet de recommandations qui feront l'objet d'un suivi très étroit et très précis par les rapporteurs, afin de nous assurer effectivement que les mesures préconisées
aille dans le bon sens et qu'elle trouve surtout une traduction opérationnelle. C'est vraiment le souci principal du Sénat. Et donc voilà, je tiens également à rassurer notre collègue et ceux qui en douteraient sur ce point. En tout cas, merci à toutes et à tous pour cette audition et à très vite, bien évidemment. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci.